Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'analyse fondamentale d'actions sur une stratégie fort dividende. Cette analyse fondamentale va se faire selon les 8 critères qui sont ici sur la gauche et on va remplir le tableau avec la validation des critères qui se trouvent ici en haut à droite. Mais tout d'abord, quelques rappels sur cette stratégie fort dividende. Vous devez vous définir vos objectifs. Soit votre objectif est d'avoir une rente, des revenus réguliers, de l'argent que vous pouvez dépenser, sortir du coup des investissements, et tout cela sans vendre d'actions. Soit vous voulez pouvoir réinvestir sans vendre, et donc du coup vous n'avez toujours pas vendu d'actions, mais vous avez de l'argent qui arrive régulièrement et vous pouvez réinvestir pour faire augmenter votre capital investi. Mais attention, il y a des gros points d'attention sur cette stratégie. En effet, il faut faire attention à la performance et au cours de bourse de l'action. C'est-à-dire qu'il faut bien analyser l'action sur laquelle vous mettez votre argent, puisque si votre cours de bourse, votre performance n'arrête pas de diminuer année après année, c'est votre capital qui se réduit, même si ce sont des moins-values latentes, c'est votre capital qui est réduit au fur et à mesure. Et en plus de ça, les dividendes, les rendements annoncés quand ils sont annoncés en fort dividende, c'est sur le prix de l'action Axel, donc sur le cours de bourse. Donc si votre cours de bourse a diminué de 50%, donc de la moitié, eh bien votre fort dividende a lui aussi été divisé par 2 et donc vous perdez la moitié de ce dividende. Donc c'est pas très intéressant à ce niveau-là. Donc attention à ce premier truc. Deuxième point d'attention, la pérennité de ce dividende. Et oui, vous mettez de l'argent sur une société pour avoir un fort dividende, mais il faut s'assurer que la société ne va pas péricliter ou qu'elle ne va pas arrêter son dividende. Donc, on ne peut pas en être sûr à 100%, mais il faut faire attention à cette pérennité du dividende, puisque si vous comptez dessus et que vous ne l'avez pas, eh bien vous avez perdu cet apport-là. En tout cas, ça ne peut plus rentrer dans votre stratégie fort dividende. Et le troisième point, c'est la capacité de distribution de la société, donc tout ce que l'on voit notamment avec le ratio de distribution, pour s'assurer qu'effectivement la société garde de l'argent tout de même pour réinvestir un minimum, pour ne pas avoir à couper son dividende justement, ou pour ne pas être complètement surendetté à terme. Une fois avoir défini les objectifs et les points d'attention, et bien après vous avez plein de choix à faire dans votre stratégie, qui sont des choix stratégiques à définir. Est-ce que vous faites une stratégie en DCA? Comment exactement à définir ce DCA, mais ce dollar cost averaging, donc de l'argent à mettre au fur et à mesure, tous les mois, toutes les semaines, est-ce que c'est le même montant, pas le même montant, etc. Tout ça, c'est à définir par vous, pour faire grossir votre capital, ou est-ce qu'à un moment donné, vous arrêtez de faire grossir votre capital? Ça aussi, c'est à définir. Le timing d'entrée, puisque vous pouvez faire du dollar cost averaging sur votre compte global, mais vous pouvez définir un peu les timings d'entrée sur les valeurs, c'est-à-dire que si vous avez par exemple une dizaine de valeurs, eh bien vous n'êtes pas obligé de rentrer à chaque fois tous les mois sur toutes les valeurs. Vous pouvez définir par exemple celles qui ont le plus baissé, ou vous pouvez prendre aussi par exemple les tendances qui sont à la hausse en ce moment. Tout ça, c'est à définir au niveau du timing d'entrée sur les actions. Ou si vous vous intéressez pas à ça et que vous mettez peu importe le moment, tout ça c'est à définir. La durée d'investissement aussi est à définir, c'est-à-dire que est-ce que vous faites à vive aeternam sur l'action, peu importe ce qui se passe, est-ce que vous avez des critères de sortie, donc ça va avec les critères d'achat et de vente, bien sûr, est-ce que vous avez des critères de sortie que vous définissez? Tout cela, c'est vraiment à définir. Qu'est-ce qui vous fait rentrer dans une action? Qu'est-ce qui vous en fait sortir? Est-ce que c'est à vive aeternam, comme je l'ai dit, ou est-ce que il y a vraiment des critères à définir? L'enveloppe fiscale aussi, le PEA, le CTO, puisque le PEA peut être très intéressant sur des forts dividendes, notamment avec les actions françaises, puisque vous ne payez pas ni la taxe du pays, puisque c'est sur PEA, ni la taxe sur les revenus. Et côté CTO, eh bien ça vous donne accès à plus d'entreprises, notamment du côté des États-Unis. Et enfin, bien faire attention à la sélection d'actions et d'ETF, à vos critères. Moi, je vous en propose 8 à chaque fois, mais à vous de faire vos analyses, de compléter au moins les analyses par rapport à celles que je vous donne pour aller faire cette sélection d'actions et d'ETF. Allons donc sur notre screener d'actions pour trouver les actions du jour. Le screener d'actions, toujours les actions du Stoxx Europe 600. Nous les trions par les forts rendements, donc par les rendements, et nous déroulons la liste en éliminant les actions qui ne sont pas éligibles au PEA et les actions qui ne présentent pas de bons résultats, donc qui ne sont pas en vert clair minimum au niveau de l'évolution des résultats sur les 5 dernières années, ou qui ne vont pas repasser dans cette zone à très court terme.
Et dans la dernière vidéo, nous avons vu les sociétés ici Generali, Swedbank et Yara International. A2A a été aussi fait dans une vidéo précédente. Covivio ne rentre pas dans les critères et du coup, maintenant pour cette vidéo, nous allons voir les sociétés ACX pour Actividades de Construcción y Servicio, Poste Italiane et Enagas. Alors c'est parti pour le groupe ACS. Et ce groupe ACS, vous voyez, Actividades de Construcción y Servicio ou Grupo ACS, c'est tout simplement une entreprise espagnole de construction et même elle figure parmi les premiers constructeurs d'entreprises de construction du côté de l'Espagne. Sa date de création, vous la voyez ici, 1997. Ça fait déjà donc un bon moment, 25 ans, que cette société est créée. Et les effectifs sont ici indiqués à plus de 110 000 personnes, à environ 110 000 personnes. Au niveau des activités pour cette société, et qui figure parmi les premiers groupes de construction espagnols, on voit la répartition du chiffre d'affaires comme suit, avec la première activité qui concerne la construction d'infrastructures et de bâtiments pour 78,9% de l'activité. On retrouve ici l'infrastructure de génie civil, tout ce qui est autoroute, construction hydraulique et voies ferrées, mais aussi les bâtiments résidentiels et non résidentiels. Et vous voyez que c'est entre 3/4 et 4/5 de l'activité. La deuxième grande activité, ce sont les prestations de services industriels avec 16,7% du chiffre d'affaires. On retrouve ici tout ce qui est développement, construction, installation et maintenance de réseaux de distribution, d'électricité, de gaz et d'eau, de systèmes industriels de production, de réseaux de télécommunications, de systèmes de contrôle du trafic routier et ainsi de suite. Beaucoup de choses. Et enfin le troisième pôle, un peu moins gros, avec les prestations de services pour 4,4% du chiffre d'affaires. On retrouve tout ce qui est nettoyage, collecte et traitement de déchets. Ce groupe ACS, il propose également des prestations de maintenance d'infrastructures urbaines et industrielles, des prestations de services portuaires et logistiques, ainsi que des prestations de services sociaux et d'assistance aux personnes. Tout cela pour dire qu'au niveau activité, le groupe est bien développé, bien diversifié, et donc du coup, c'est plutôt positif. Au niveau de la répartition géographique de ce chiffre d'affaires, elle est la suivante, 14% du côté de l'Espagne, 45% du côté des États-Unis, un peu plus de 14% pour l'Australie, près de 5% pour le Canada, 1,8% pour le Mexique, et vous voyez qu'il reste près d'un 5e pour d'autres pays. Et donc, à noter que la répartition géographique de ce chiffre d'affaires, elle est tout à fait diversifiée également. Pour une société créée en 1997, il y a bien longtemps, qui fait partie des principaux groupes de construction espagnols, et bien nous pouvons donc mettre du vert pour le critère du business. Et sur le groupe, vous pouvez aller sur la page web du groupe, vous pouvez retrouver effectivement les différentes activités, construction, concession, services, et les différentes marques pour chacune de ces activités. La capitalisation boursière, elle est affichée ici à 7,19 milliards d'euros pour ACS Actividades. Et donc c'est une grosse capitalisation boursière du Stoxx Europe 600, un critère en vert. Les résultats, le résultat net, son évolution sur les 5 dernières années, vous le voyez ici en jaune. Et on voit tout de suite que le résultat net a été très élevé, à plus de 3 milliards en 2021 par rapport aux autres années. Et donc globalement, ça va être croissant. Néanmoins, c'est pas complètement croissant, puisqu'en 2019, nous étions à 962 millions de bénéfices, et nous passons à 574 millions de bénéfices en 2020, donc il y a une diminution. Et donc, du coup, c'est pas tout croissant année après année, c'est juste global, et donc c'est un critère que nous mettons en vert clair. À noter néanmoins qu'au niveau du chiffre d'affaires en bleu, et ça se voit nettement, eh bien, il y a une chute de ce chiffre d'affaires après l'année 2019, donc en 2020 et en 2021, ce qui est jamais très bon, puisque généralement les bénéfices et les résultats nets vont suivre. Et c'est ce que nous voyons dans les estimations, puisque dans les estimations, nous voyons que les années à venir, 2022-2024, vont davantage ressembler à des années comme en 2020 ou en 2019, plutôt qu'à 2021. Mais donc être divisé entre 3 et 5 fois, même 3 et 6 fois par rapport au résultat net fait en 2021. Et donc nous allons davantage être dans une tendance à venir qui va être en orange, voire en jaune, et donc beaucoup moins bien que ce que l'on peut voir ici. Et c'est donc à noter. Le cours de bourse, vous voyez la chute, 31,63% de chute de ce cours de bourse sur les 5 dernières années, et sur 3 ans,
nous avons encore 35,86% de baisse. À chaque fois, ce sont des fortes baisses, plus de 5% par an en moyenne, un critère que nous allons donc mettre en rouge. Le ratio cours sur bénéfice, le PER, il est très bas, à 2,29 affiché ici. C'est donc inférieur à 10, notre zone d'indice de cherté qui est vraiment peu cher, et donc c'est un critère que nous mettons en vert. À noter quand même que cet indice de cherté est très peu cher, tout simplement parce que probablement que les anticipations n'étant pas très bonnes, eh bien le pricing qui est fait sur l'action A2 ici, si on divise le résultat net ici par 5 par exemple, eh bien vous multipliez par 5 ici ce ratio cours sur bénéfice qui se retrouve directement mis dans la zone en vert clair et pas en vert, et donc du coup un peu moins bien pricé, en tout cas pas aussi bien pricé que ce que cela peut paraître ici. Passons du côté des dividendes, et vous voyez que le versement de dividendes, eh ben, il est très chaotique, avec une diminution jusqu'au milieu des années 2010 et une augmentation depuis. Nous regardons les 5 dernières années, c'est donc plutôt en augmentation puisque nous passons de 1,39 € en 2018 à 1,74 € en 2022. Donc c'est croissant, mais pas complètement croissant, on le voit de suite puisqu'il y avait un pic en 2020 par exemple. Et donc du coup, un critère en vert clair. Le rendement, il est affiché ici à 7,02%. C'est donc un très fort rendement, bien au-delà des 3%. Cette société a tout à fait sa place dans une stratégie à fort dividende, avec le rendement affiché actuellement par rapport au prix de l'action, et donc du coup un critère que nous mettons en vert. Associé à ce rendement, le ratio, la distribution sur le résultat net, le ratio de distribution avec des chiffres qui sont inférieurs à 100%, et donc des très bons chiffres déjà, c'est un bon point. Et en plus de ça, si on regarde dans le détail, le seul chiffre qui dénote et qui est supérieur à la zone des 60%, c'est l'année 2020. Ce chiffre, il est dans notre zone que nous mettons en orange, qui va de 80% à 90%, c'est donc rien de catastrophique non plus, c'est tout à fait maîtrisé pour la santé financière de l'entreprise. Néanmoins, c'est quand même un bémol par rapport aux 4 années qui sont autour et qui sont, elles, complètement dans la zone verte et une parfaite maîtrise. Du coup, nous allons noter ce bémol et mettre ce dernier critère du ratio de distribution en vert clair. Après l'Espagne, c'est l'Italie pour l'entreprise suivante avec Poste Italiane. Poste Italiane, c'est tout simplement une entreprise publique italienne qui est constituée sous cette forme en 1998. Les activités de Poste Italiane concernant l'acheminement du courrier, des colis, paquets, la philatélie et les services financiers. Avec les services financiers, vous voyez Banco Posta qui est indiqué ici. La date de création au niveau global, au niveau total, avant la mise en forme sur une entreprise publique, c'est 1862, donc ça fait bien longtemps que cette entreprise existe. Et vous voyez les effectifs, même si ça date comme date, en 2009, ils étaient de 152 000 personnes. Allons voir plus en détail les activités de ce groupe spécialisé dans les prestations de services postaux, avec la répartition du chiffre d'affaires comme suit. Prestations de services financiers, c'est 47%, donc on voit que ça a pris une grosse importance, les prestations de services financiers. Les services postaux restent quand même bien présents avec les 30% du chiffre d'affaires, et tout ce qui est collecte, tri, acheminement et livraison de courrier et de colis. Poste Italiane propose également des prestations de services logistiques. On retrouve ensuite les prestations d'assurance avec 15% tout de même du chiffre d'affaires ici, et quelques autres activités pour quand même 7%. Au niveau du chiffre d'affaires, au niveau des activités, on voit que c'est bien diversifié pour cette société, certes centrée sur l'Italie cette fois, donc il n'y a pas cette diversification au niveau géographique mondial, mais au niveau de ses capacités italiennes pour une entreprise publique, nous pouvons mettre du vert côté business car il n'y a pas trop de soucis. Vous pouvez bien entendu aller sur leur site internet pour aller voir les distributions, les paiements ici, les services financiers, les services d'assurance et tous les détails sur ce site. La capitalisation boursière pour Poste Italiane, elle s'élève à 11,78 milliards d'euros. C'est donc une forte capitalisation boursière du Stoxx Europe 600, un critère en vert.
Le résultat net, son évolution sur les 5 dernières années, sur le graphique ici en jaune, ça se voit pas directement à l'œil nu, mais globalement ça va être croissant. Ça se voit un petit peu puisqu'en 2017 on voit qu'on est un peu inférieur aux autres. Nous partons de 689 millions, nous passons à 1,40 milliard, nous passons à 1,34 milliard, donc un petit peu moins, nous redescendons jusqu'à 1,21 milliard et nous finissons à 1,58 milliard. C'est donc effectivement globalement croissant, même pas si il y a des années où ça baisse entre 2018 et 2020. Et donc du coup, c'est un critère que nous pouvons mettre en vert clair. À noter que cette augmentation globale, eh bien, va minimum se poursuivre dans les années à venir, ce sont les estimations, et donc on va avoir un critère qui devrait rester au moins dans cette zone en vert clair, voire peut-être même aller dans la zone en vert. Donc c'est plutôt positif au niveau des estimations. Le cours de bourse, eh bien lui, il est bien haussier en vert ici, et vous voyez la hausse, 45,57% de hausse sur 5 ans. C'est donc bien au-delà des 5% par an. Si nous prenons sur 3 ans, nous sommes ici au 21 juin, et bien là par contre nous sommes en baisse. Effectivement, on voit la dernière correction, là une forte correction depuis le 15 octobre à peu près, avec 30% de baisse pour cette société. Et donc du coup, nous avons une diminution sur 3 ans, ce qui fait une forte augmentation sur 5 ans, une diminution, même si elle est plus faible quand même, sur 3 ans, puisque 8% de baisse sur 3 ans. Et donc c'est quand même un critère que nous allons mettre en jaune, puisque pour l'instant il n'y a pas de tendance claire entre 3 ans et 5 ans. Donc du jaune pour cette tendance plutôt neutre. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il s'élève à 7, il est de 7,19 ici, et donc dans la zone inférieure à 10. C'est notre zone d'indice très peu cher. C'est la zone et donc le critère que nous mettons en vert. Passons côté dividende, l'évolution du dividende sur les dernières années, eh bien vous voyez que c'est globalement haussier, puisqu'il y a seulement un pic en 2019, mais sinon pour le reste, c'est globalement tout le temps haussier, et nous sommes même revenus au pic de 2019 en 2022. Nous partons de 2018 à 0,42 € par action versée, nous arrivons à 0,59 € par action versée en 2022, c'est donc croissant, pas complètement croissant, et donc nous mettons ce critère en vert clair. Le rendement du dividende, il est affiché ici à 6,56%. C'est donc un très fort rendement qui est bien au-delà des 3%, un rendement que nous allons mettre au niveau du critère en vert, et une action qui a parfaitement sa place dans une stratégie fort dividende. Et associé à ce fort rendement, voyons la distribution sur le résultat net, le ratio de distribution avec tous les chiffres qui sont ici. À noter qu'ils sont déjà tous inférieurs à 100%, ce qui est déjà un premier bon point, une bonne santé financière, une bonne maîtrise de ce versement de dividendes. Et en plus de ça, nous pouvons constater sur les années 2018 à 2020 que ces chiffres sont tous inférieurs à 60%, c'est notre zone en vert. Et pour les autres, eh bien rien d'inquiétant, ils se situent dans la zone qui va de 70 à 80%, c'est notre zone que nous mettons en jaune. Et là, on est sur les années avant 2020, mais en 2021, ça va être encore dans la même lignée que les dernières années. Et bien, du coup, c'est un critère que nous pouvons mettre juste avec un mini bémol, avec un tout petit peu de zone jaune, voire peut-être même qu'une année en zone jaune et des années en zone verte. Et donc, on va mettre du vert clair pour ce dernier critère. Pour la troisième entreprise, nous retournons du côté de l'Espagne, tout simplement avec l'entreprise Enagas. La date de création pour cette entreprise, eh bien, elle est ancienne, 1972. On voit que c'est dans le produit du gaz naturel qu'elle fait ses activités. Et effectivement, elle est spécialisée dans l'acquisition, le transport, la regazéification et le stockage de gaz naturel. Les revenus par activité se répartissent comme suit. Tout d'abord, on retrouve, vous voyez, pour 99,2%, donc c'est l'activité très principale, et bien tout ce que l'on vient de dire juste avant, le transport, la regazéification et le stockage de gaz naturel. Du côté de l'Espagne, la détention en Espagne à fin 2021 d'un réseau de 11 000 km de gazoducs et de 6 sites de regazéification et de 3 terminaux de stockage, et ainsi de suite, puisqu'il y a tout qui n'est pas décrit. Au niveau des autres activités, nous avons 0,8%. Au niveau de sa répartition dans le monde, on voit que l'entreprise n'est pas quand même que sur l'Espagne, on voit qu'elle est quand même sur les pays du sud de l'Europe et du côté de l'ouest des États-Unis, enfin, pas que, mais en tout cas l'ouest des Amériques plutôt. Et donc du coup,
Au niveau de la répartition géographique, eh bien, on voit quand même qu'il y a une répartition au niveau mondial, pas partout clairement, mais déjà une certaine diversification. Au niveau des activités, on voit effectivement que tout est remis dans un pôle, mais il y a quand même plusieurs activités, puisqu'on voit qu'il y a le transport, la regazéification et le stockage au niveau des premières activités dans ce pôle, donc il y a quand même une diversification à ce niveau-là. Dans tous les cas, cela fait partie des grosses sociétés bien implantées du côté de l'Espagne, et côté business, eh bien, nous allons mettre du vert. La capitalisation boursière pour Enagas, elle s'élève à 5,56 milliards d'euros. C'est donc une grosse capitalisation boursière du Stoxx Europe 600, comme pour toutes les actions que nous voyons, et c'est donc du vert. Le résultat net, en jaune sur le graphique ci-dessus, eh bien, oui, on a l'impression que ça suit la même tendance, et ça suit la même tendance que ce qui est en bleu, et c'est une mauvaise tendance, puisque c'est une tendance qui est négative. On voit en bleu le chiffre d'affaires qui s'écroule année après année. Au niveau du résultat net, on était à 480 millions il y a 5 ans, nous sommes arrivés à 422 millions et nous passons jusqu'à 403 millions. On voit du coup cette tendance négative, elle n'est pas complètement négative puisque vous voyez par exemple en 2020 où ça augmente un peu par rapport à 2019. Néanmoins la tendance elle est bien négative sur le résultat net, c'est donc un critère que nous allons mettre en orange pour cette décroissance même si elle n'est pas complète. Néanmoins, si je vous présente l'action, eh bien, c'est qu'il va y avoir un sursaut en 2022, et donc du coup, les résultats 2022 au niveau du résultat net vont être supérieurs à 2018 et à 2020, et donc faire repasser cette tendance dans du vert clair. Néanmoins, attention, selon les estimations 2023-2024, si tout reste ainsi, bien sûr, ce ne sont que des estimations pour le moment, eh bien ce sursaut n'aura peut-être fait qu'une année, et on va repartir dans cette tendance plutôt à la baisse derrière, et donc du coup, cette tendance en vert clair pourrait de nouveau se réinverser juste derrière, et être finalement un faux signal de tendance qui s'améliore. Donc bien faire attention à cela. Et donc pour en revenir, notre critère est mis en orange. Le cours de bourse, eh bien lui, il est baissier, il apparaît en rouge, et sa baisse, elle est de 18,34% sur 5 ans. C'est donc une forte baisse, mais pas énorme, qui est quand même inférieure à 5% par an comme baisse, et donc du coup, c'est quelque chose que nous mettons en orange. Et si nous prenons par rapport à 2019, eh bien nous voyons que nous sommes en 2019 au 21 juin, nous allons être juste avant la grosse baisse là que l'on voit, une baisse qui est quand même de 23%. Et du coup là nous avons 15,22% de baisse sur 3 ans, donc à peu près 5% par an en moyenne de baisse, mais en baisse. Et donc là aussi, nous allons mettre ce critère en orange, car pour l'instant, cours de bourse n'est pas bon, même si on voit une espèce de reprise, une tendance plus haussière depuis ici le point bas de février 2021, donc il y a plus d'1 an, avec 25% de hausse. Mais sinon, c'est plutôt négatif, donc un critère en orange. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est affiché ici à 14,52. C'est donc un PER qui se situe au milieu de notre zone qui va de 10 à 17. C'est notre zone d'indice de cherté qui est totalement correcte, et c'est la zone donc un critère que nous mettons en vert clair. Passons sur les critères côté dividende, et là côté dividende pour l'évolution de ce dividende sur les 5 dernières années et même plus, eh bien c'est bien plus positif. Cela doit même faire partie des dividendes aristocrates, à ce que je vois ici, puisqu'il y a l'air d'y avoir plus de 10 ans de versement, avec tout en augmentation, ou au moins stable, comme en 2011-2012. Dans tous les cas, de ce que nous voyons, c'est très haussier, on passe de 1,49 € versé par action en 2018 à 2,04 € par action en 2022. Tout cela, c'est une forte hausse, et donc un critère en vert, il n'y a pas de souci sur ce critère, il est très bon au niveau de son affichage. Et l'autre critère qui apparaît très élevé, eh bien c'est le rendement. Vous voyez le rendement ici à plus de 9%, c'est donc un rendement bien au-delà des 3% de rendement, et donc un critère que nous mettons dans notre zone en vert totalement, parce que là aussi c'est un bon critère très positif sur les dividendes. Néanmoins, associé à ces versements de dividendes, on voit la même augmentation sur le ratio de distribution, et là c'est beaucoup moins bon sur le ratio de distribution, sachant que l'on part de 68%, donc là nous sommes dans notre zone en vert clair. Nous allons directement dès 2018 dans notre zone en orange,
et donc, même sans passage par la zone jaune, hein, nous ne savons pas de la zone orange, qui va de 80 à 90%. Nous y restons en 2019, nous passons même en zone rouge, mais très faiblement en 2020, et nous passons totalement en zone rouge à partir de 2021. Et certes, en 2022, les résultats vont s'améliorer, donc peut-être que ça va être moins catastrophique, mais si les estimations pour les années après 2022 s'avèrent exactes et que le chiffre d'affaires ainsi que le résultat net reprennent leur baisse, eh bien l'entreprise ne pourra probablement pas maintenir son dividende comme ça, puisque l'on voit qu'elle passe au-delà de la zone rouge ici des 100%, et donc elle distribue davantage que ce qu'elle reçoit en bénéfice, donc soit elle puise dans ses réserves, soit elle s'endette, ce qui n'est pas bon à long terme et pas viable du tout. Et voici le tableau rempli pour cette analyse fondamentale sur ces 3 actions éligibles au PEA qui font partie de l'indice Stocks Europe 600 et qui sont vues ici dans une stratégie fort dividende. Et nous commençons du côté de l'Espagne avec ACS Actividades de Construcción y Servicios, et nous avons un dossier qui apparaît plutôt positif car un seul des critères essentiels apparaît en rouge. Néanmoins, c'est quand même du rouge et c'est bien baissier au niveau du cours de bourse. Donc effectivement, c'est bien baissé au niveau du cours de bourse, et cela peut s'expliquer par des résultats qui certes apparaissent en vert clair, mais qui apparaissent plutôt comme une anomalie au niveau des résultats très bons qui ont été faits et qui devraient un peu plus se tasser et donc revenir dans une zone orange, voire jaune, ce qui explique peut-être le cours de bourse qui n'est pas pour l'instant très profitable. Et du coup, ce qui peut être joué, eh bien, c'est le fait que cette activité puisse se maintenir et en tout cas au moins arrêter cette baisse du cours de bourse pour qu'il se stabilise au minimum et donc du coup tout simplement percevoir un dividende sympathiquement, même s'il ne faut pas compter sur une grosse progression de l'action si les résultats ne s'améliorent pas drastiquement. Côté dividende, rien d'inquiétant, c'est parfaitement maîtrisé notamment au niveau de la distribution de ce dividende et globalement il est en augmentation sur les dernières années. Du côté de l'Italie, avec Poste Italiane, eh bien là aussi c'est un dossier qui apparaît plutôt positif et qui apparaît même en meilleure forme puisque le critère le pire parmi les critères essentiels, c'est le cours de bourse qui s'affiche ici seulement en jaune. Et donc même très haussier, vous voyez à peu près 50% sur 5 ans. Et donc c'est un dossier qui apparaît vraiment positif ici. Et en plus de ça, côté dividende, eh bien vous voyez que c'est les mêmes couleurs que pour ACS Actividades, et donc du coup c'est très positif avec une entreprise qui maîtrise parfaitement son versement de dividendes, la progression de ce dividende qui est plutôt en augmentation année après année, et avec tout en maintenant ce fort rendement, et donc ils peuvent largement le maintenir, tout comme la société ACS Actividades, et ça c'est bon à noter. Mais en plus de ça, sur Poste Italiane, eh bien les résultats pour l'avenir, pour les années à venir, sont à la hausse, au minimum en vert clair, voire en vert, et donc là il peut même y avoir l'effet d'un dividende qui resterait fort, voire pourrait augmenter, et d'un cours de bourse qui pourrait effectivement être encore meilleur que dans la zone jaune et continuer sa progression des 50%. En tout cas, c'est ce qui peut être joué avec une belle poursuite ici du mouvement avec ces résultats, s'ils se confirment bien entendu. Du côté de Enagás pour le troisième dossier, eh bien là c'est beaucoup plus mitigé, voire négatif, puisque nous avons quand même 2 critères, oui, on va dire négatifs, 2 critères en orange, ça fait beaucoup, et on voit en plus même pas de petits signes positifs, puisque les chiffres sont très gros, 19% de perte du cours de bourse sur 5 ans, et au niveau du résultat net et du chiffre d'affaires, on voit aussi que les pertes elles sont très importantes. Donc attention, c'est un dossier négatif, et attention parce que certes ce résultat il va redevenir en vert clair, et c'est pour ça que je me suis permis de présenter la société, ça fait partie de mes critères, donc je la présente ici, mais ce vert clair il va peut-être même pas être très durable, donc attention, s'il y a un faux rebond qui pourrait juste pricer, on va dire, ce petit regain d'activité et que derrière les estimations s'écroulent bien, eh bien ça pourrait effectivement donner un dossier qui n'est pas plus positif que ça. Maintenant, il va falloir voir aussi ce qui se passe avec tous les prix de l'énergie et voir comment la société réagit avec tout cela. Mais pour l'instant, ça apparaît plutôt négatif. Et en plus de ça, et c'est là où c'est
le double effet malheureux, c'est qu'au niveau du ratio de distribution, on voit que certes le dividende est très élevé pour Enagás, est très en augmentation année après année, mais on voit directement que ce n'est pas tenable, puisqu'on voit qu'on est arrivé au fur et à mesure à progresser ce ratio de distribution, puisque le dividende augmente d'un côté et les résultats nets s'écroulent, donc forcément ça va vraiment pas dans le bon sens. Et du coup, au bout d'un moment, là maintenant, on est passé dans la zone où l'entreprise n'hésite pas à verser son dividende et donc à s'endetter ou à puiser dans ses réserves pour continuer à le verser. Mais tout cela n'est pas viable à long terme. Donc soit les résultats vont s'améliorer, soit le dividende va être largement allégé, parce que sinon, ça ne sera pas tenable. Moi, je vous laisse avec ce tableau. On a vraiment des choses vraiment différentes qui ont été vues pour ces deux pays d'Espagne et d'Italie, ces trois entreprises. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.